Bonjour à tous, je suis Charles de Prompt Machina et aujourd'hui on est sur AI Advantage et j'ai le plaisir de recevoir Vincent Caltabellota. Comment tu vas Vincent? Ça va très bien, merci et toi? Est-ce que tu peux, bah écoute, ça va très très bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes activités, tes spécialités? Je fais plein de choses. Mon métier principal, c'est d'écrire des livres et de faire des conférences sur l'avenir des entreprises, un peu l'avenir du monde aussi, à vrai dire. Et je travaille sur l'avenir des métiers, je travaille sur, beaucoup l'avenir du commerce, l'hybridation du commerce, mais aussi du management, transformation des entreprises. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Je donne des cours dans quelques écoles et puis je travaille aussi dans le domaine du micro-learning. Voilà, bon, je pense Ok, qu'on a fait à peu près le tour, ok, en top. tout cas des activités officielles professionnelles. Ok, ça marche, top. Le premier sujet que je voulais qu'on aborde, on en a parlé un petit peu avant. Est-ce que on pourrait commencer à essayer de définir donc ce qu'est un métier et du coup parler de ce que tu parlais de fonction et de rôle? Ouais. Ouais, donc on rentre directement dans le vif du sujet. Direct, on y va direct. Ouais. Alors la notion de métier, elle est intéressante parce que justement il y a plein de mots qui veulent dire à peu près la même chose en français. Tu as métier, emploi, fonction, rôle, et cetera. Je me suis amusé à regarder l'étymologie du mot métier. En fait, c'est la même origine que ministère, et en ancien latin, ça correspond à un besoin. Ah, donc c'est assez intéressant de parler de métier en voyant cette origine, comme répondre à un besoin. Et je pense que c'est effectivement la base. C'est la base des choses. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de métier, forcément. Et c'est d'autant plus intéressant que, quand on est dans un monde comme ça, comme dans lequel on est, où on a une quête de sens, où on va rechercher le sens des choses et des enjeux, se dire que répondre à un besoin, c'est important. Et je pense que dans cette réflexion qu'on va avoir là tous les deux, cette notion de besoin, elle va être hyper intéressante euh, Mmh. parce qu'on est dans un moment aussi où on va se poser la question de quel est l'intérêt d'un métier. Il y a des métiers qui n'ont aucun intérêt d'exister, et pourtant ils existent. Et puis il y a des métiers qui ont intérêt à exister, mais dont une partie de ce métier n'a pas vraiment d'intérêt. Et là, on va commencer à découper le métier en différentes fonctions et puis en différents rôles. Alors pour répondre à ta question, on pourrait considérer que une fonction, il y a deux définitions, hein, il y a deux manières d'apprendre la fonction. Soit c'est ce qui est écrit sur ta carte de visite. Je suis directeur machin, je suis comptable, commercial, non, j'en sais rien, directeur administratif, ça c'est ta fonction. Et puis après, tu as la notion de fonction, c'est-à-dire à quoi je sers. Voilà, j'occupe une fonction de machin, une fonction de truc. Et là, on va se rapprocher de la notion de rôle. Le rôle, c'est un peu plus encore l'affinage le découpage de ce que tu fais en petits modules. Moi, si tu es commercial, tu as un rôle d'acquérir des clients, de finaliser des ventes, en tout cas de transformer des ventes, d'accompagner des clients. Tu as un rôle de conseil. Tout ça, c'est tes rôles formels qui sont écrits dans ta fiche de poste, entre guillemets. Et puis, tu as des rôles informels. Je suis connu parce que j'ai une grande créativité. Donc, quand il y a un travail créatif, on vient me voir parce qu'on considère que je suis légitime. J'ai un rôle de médiateur parce qu'on sait que je suis quelqu'un qui est plutôt apte à bien comprendre les relations humaines. Donc, quand il y a un problème, on fait appel à moi. Ça s'écrit nulle part, mais c'est des rôles sur lesquels je suis légitime. Donc, il y a différentes granularités. Et quand on parle d'IA, parce que ça va être l'un des sujets qu'on va aborder forcément en profondeur, il est hyper important de dissocier la notion de métier et de rôle, parce qu'il y a des chiffres et plein d'études qui sortent en disant, oh là là, l'IA va remplacer des métiers. En fait, pas vraiment. Elle va plutôt remplacer des rôles que des métiers. Mais bon, après, je suis déjà dans l'explication, donc OK, non, non, mais c'est super intéressant. Tu parlais du coup, de métiers qui avaient, une utilité et d'autres qui n'avaient pas d'utilité. Est-ce que c'est ça le terme exact que tu avais utilisé au tout début de ton explication? oui, oui, c'est en gros, c'est ça, ouais, dans un langage courant, ouais. Disons, à quoi c'est dû, selon toi, le fait qu'il y ait certains métiers, dans une structure qui n'a pas d'utilité et comment l'IA peut commencer à avoir un impact sur ce genre de métier? Est-ce que quand tu parles de métiers qui n'ont pas d'utilité, tu sous-entends un peu ce qu'on appelle couramment les bullshit jobs ou ce genre de métier? Alors oui et non.
encore une fois, quand on parle d'IA et de changement de monde, il faut pas regarder le truc par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire si tu parles d'IA et que tu regardes ton métier à toi, tu loupes une partie des choses en fait. Si on veut vraiment savoir si l'IA va changer des choses, c'est que, ou le monde, il faut regarder le monde. Il faut le regarder dans son histoire depuis quasiment la nuit des temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont les métiers évoluent. Il y a des métiers qui sont essentiels. Je pense par exemple, je sais pas, boulanger. On pourrait remplacer boulanger par un autre métier de bouche, tu vois, mais qui crée de l'alimentation au quotidien avec un prix accessible à tout le monde. Boulanger, ça, ou une forme de boulangerie existe quasiment dans tous les pays du monde. C'est quelque chose qui est essentiel dans notre style de vie parce que j'ai besoin de manger quoi. Donc c'est utile et j'ai besoin d'avoir à manger à côté de chez moi de quelqu'un qui crée quelque chose de bon à côté de chez moi. Donc c'est un métier utile pour l'humanité. Expert SEO, c'est pas un métier qui est utile pour l'humanité. C'est-à-dire si demain tous les experts SEO disparaissent, ça va mettre le bazar dans beaucoup d'entreprises, mais franchement l'humanité va pas disparaître. Ça va pas créer une vague, un tsunami émotionnel dans le monde entier. Ça veut pas dire que les experts SEO ne sont pas importants. Ils participent à une création de valeur. Donc pour une boîte à un instant T, ils sont importants. Mais dans l'histoire de l'humanité, ils ne le sont pas. D'ailleurs, ça reste un épiphénomène. Enfin, ils n'existaient pas il y a 15 ans, ils existeront plus dans 10 ans, ces experts SEO. Le métier aura complètement changé, donc c'est un métier de passage. Donc, je considère qu'il n'est pas très utile pour notre monde, pour notre humanité, mais il est utile à une entreprise. Mais si on s'arrête à regarder quels sont les métiers qui sont utiles à une entreprise à un instant T, on fait pas la bonne analyse des choses pour savoir ce qui va changer dans le monde dans les années à venir. Après, tu as des métiers qui sont complètement inutiles. Moi-même, en tant que consultant, j'ai été parfois embauché pour faire des missions inutiles. Je le savais pas au début, j'ai l'impression d'avoir une super belle mission pour une super belle boîte. Et puis tu travailles une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis tu dis, mais en fait, j'ai juste été embauché, entre guillemets, pour légitimer une décision qui avait déjà été prise. Et des mecs qui vont dépenser 10, 15, 20 000 euros juste pour légitimer leur décision. OK. C'est utile, d'une certaine manière, puisqu'ils avaient besoin de ça pour légitimer leur décision auprès de leur direction. Mais moi, j'ai servi à quoi? Enfin, ma vraie valeur, elle est où à part d'avoir une bonne tête et que le gars il m'ait fait confiance et que tout le monde dise ah bah si Vincent l'a dit, c'est que effectivement Jean-Michel il va prendre cette décision et c'est logique. Tu vois, donc c'est ça quand je parle d'utilité, tu as des utilités qui sont vraiment fondamentales dans notre monde et d'autres qui le sont moins. Je prends par exemple un métier d'avocat. Le métier d'avocat, c'est utile. Heureusement qu'on a des avocats. Mais on peut considérer que dans l'ensemble de tous les sujets que traite un avocat, le droit est quand même une bulle qui augmente, qui devient de plus en plus complexe. Est-ce qu'on a besoin de cette complexité dans ce monde? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un truc qui augmente aussi artificiellement parce que ça alimente un métier, ça alimente des métiers, de l'assurance, du droit, de l'administration, de j'en sais rien, en créant des règles. Est-ce qu'on a besoin d'aller si loin que ça? C'est une vraie réflexion à avoir. Est-ce que le monde a besoin d'être aussi complexe? Voilà. Et plus le monde est complexe, et plus on aura besoin d'IA, d'une certaine manière. Donc tout ça va s'auto-alimenter. Voilà toute la réflexion derrière l'utilité d'un métier. C'est intéressant, ce que tu parles là au niveau de est-ce que la complexité elle est utile ou pas? Moi personnellement, j'essaye d'éloigner la complexité au maximum et de faire des choses simples qui Mmh. fonctionnent. Et c'est vrai que des fois on peut avoir une impression, de complexité pour pas grand chose. Et Mmh. notamment, en droit, hem, où là, j'ai entendu beaucoup de choses, au niveau de ChatGPT. Tu vas me dire ce que tu en penses, que le métier d'avocat est, assez, on va dire en danger dans la mesure où, par exemple, pour, comprendre un contrat, comprendre un texte de vente ou même faire le brouillon d'une CGV, d'un contrat où on veut mettre des clauses spécifiques, on peut demander à ChatGPT de faire un premier brouillon et plutôt que de passer, je sais pas, 4 heures avec ton avocat et qu'il te fasse payer tout, la rédaction du contrat, il aura juste à faire une relecture et à corriger les petits détails que toi tu n'auras pas cernés, mais que l'IA aura générés. Alors, dans le principe, oui. Après, tu as un frein au changement qui fait que ton avocat, il sera sûrement pas très content que tu lui amènes un truc pré-rédigé par ChatGPT. Il va sûrement te dire, de toute façon, je vais refaire le travail à partir de zéro. Comme certains médecins, Mmh, tu sais, dans les médecins, tu as 2 catégories. Tu as ceux qui, la plupart, qui ne supportent pas que leurs clients viennent avec un pré-diagnostic parce qu'ils ont regardé sur Internet ce qui se passait. Et puis, tu en as d'autres qui aiment ça parce qu'ils se disent, bah,
ça n'enlève pas ma science, mais par contre, ça peut me donner un éclairage que peut-être j'aurais loupé avec la charge de travail que j'ai, avec le stress, avec les 42 patients dans la journée. Bah, finalement, ça me donne parfois des éclairages. C'est pareil avec le droit et ChatGPT. Tu as plein de gens qui vont dire non, non, moi je préfère continuer comme je fais aujourd'hui et je recommencerai le travail à zéro et tu le payeras en entier. Et d'autres qui diront bah tiens, c'est pratique, ça me permet d'avoir plus de clients, d'aller plus vite, d'avoir des axes d'analyse que je n'avais pas forcément. Et puis peut-être finalement d'augmenter ma valeur ajoutée parce que je passe plus de clients en gagnant peut-être un petit peu moins, mais j'automatise plus. Et finalement, tu vois, j'ai une autre vision de mon métier. Ce qui est le cas en formation. Mmh. La formation en ligne permet d'augmenter ton volume de formation, d'augmenter tes marges, d'augmenter ton chiffre d'affaires forcément en amont, euh, tout en gardant le l'humain là où tu as besoin d'humain. Tu n'as pas forcément besoin d'humain pour expliquer une définition. Mmh. Même si tout à l'heure j'expliquais la définition du métier, c'est plus sympa que je le fasse en direct plutôt que de lire un article de 15 lignes pour ça. Mais dans certains moments de formation, j'aurais pas forcément besoin, moi, de passer autant de temps à répéter à chaque fois la même chose. Donc, tu auras des freins forcément, mais oui, de toute façon, l'IA fait évoluer tout ça et permet. En fait, il y a un autre sujet et je fais une ouverture là-dessus, c'est que on est dans un monde qui est en constante augmentation. Et quand on n'est pas dans un moment où on partage la valeur, on est dans un moment de l'humanité où on crée de la valeur. Donc dire qu'il y a une IA qui va enlever des métiers, c'est pas vrai dans le sens où elle va pas enlever des métiers, elle va augmenter la valeur créée d'un métier ou la quantité de valeur créée dans ce métier. Et c'est ça qui est important, comme le droit augmente, comme tout est en train d'augmenter en fait. Mmh. OK. J'ai une question là par rapport à ce que tu viens de dire. Tu parlais du coup du frein de l'avocat à dire, donc du coup: «Je vais tout refaire». À ton avis, à quoi il est dû ce frein? Pourquoi les gens ont des freins avec la technologie et les ruptures technologiques comme ça? Je te pose la question parce que moi, personnellement, j'ai toujours apprécié les ruptures technologiques et dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, j'ai tendance à aller voir et à me dire: «OK, comment, je peux l'utiliser dans ma vie?» et réfléchir à comment ça pourrait m'être plus utile pour m'améliorer et j'ai un peu de mal à concevoir pourquoi certaines personnes, heu, n'aient pas le même comportement. Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Alors, c'est très difficile de te l'expliquer en quelques phrases. Il faudrait quasiment 1 heure pour expliquer les freins au changement de la technologie. Mais je peux donner quand même quelques pistes. Non, on est dans une discussion libre, donc j'ai pas Ouais. toujours, j'ai pas structuré toute ma pensée, mais en tout cas, je vais donner les pistes telles qu'elles me viennent là. Alors, la première chose, c'est que déjà, il y a la peur de l'inconnu. Voilà, ça c'est clair. À partir du moment où tu proposes de changer quelque chose et que tu n'as pas encore la capacité à te projeter dans ce nouvel univers, tu as une forme de peur. Tu as la connaissance aussi. Plus moins tu connais et plus tu as peur. Donc ça fait déjà 2 leviers sur lesquels, on peut agir. Quelqu'un qui ne sait pas comment ça marche et en plus qui ne sait pas où il va et comment il va travailler demain, forcément ça le fait flipper. Ça veut pas dire qu'il va pas le Mmh. faire, mais a priori, ça le fait flipper. Après tu as dans les peurs, tu as différentes peurs. Tu as la peur de qu'est-ce que je vais devenir, de comment je vais travailler, de comment ça va se passer, de combien je vais gagner, tu vois? Ça fait appel à plein de peurs intérieures. Tout le monde n'a pas les mêmes peurs. Quelqu'un qui est très dans la sécurité, pour qui la sécurité financière est importante, il verra ChatGPT comme quelqu'un qui va tuer son métier, mais implicitement, qui va me faire retrouver au chômage et donc moins de revenus et donc qu'est-ce que je vais devenir? Mmh. Quelqu'un qui n'a pas cette problématique de sécurité, mais qui a un problème d'épanouissement, une question en tout cas, un besoin fondamental d'épanouissement personnel, se dira: «Ça va me couper ma créativité». Il va pas penser à l'argent, il va penser à: «Qu'est-ce que ça va m'empêcher au fond de moi de développer comme compétence, comme émotion». Donc, tu as plein de peurs comme ça qui arrivent. Et puis après, il y a quand même quelque chose qui est fondamental, c'est cette non préparation de notre cerveau à tout ce qui arrive, ou je vais le dire différemment parce que c'est son pendant, c'est la rapidité à laquelle tout arrive. C'est la même chose, hein, c'est que ça va tellement vite que notre cerveau n'est pas prêt pour pouvoir l'accepter.
On en parlait tout à l'heure un petit peu, et puis je te disais en introduction que j'avais une image que j'aimais bien utiliser. C'est projetons-nous 500 ans en arrière. Faisons des parallèles temporels. Mmh. Tu prends un homme du Moyen Âge de 1523 et tu lui expliques qu'il va téléphoner à quelqu'un. Comprend pas, ça ne marche pas. Imagine que cet homme, pour aller encore plus loin, tu te retrouves toi en 1523, donc là t'es chez toi, en fait il y a plus les immeubles autour, t'es en pleine campagne, il y a des marais, il y a tout ça, puis il y a un village avec un feu de bois, etc., des chevaux, des ânes et des poulaillers. Et imaginons, hein, c'est complètement fantasmagorique, mais tu arrives avec ton smartphone et tu peux le faire marcher, tu dis ah je suis perdu, je vais appeler un pote. Et là tu fais une visio. Là, les gens ils te voient faire une visio, de parler avec quelqu'un dans une petite boîte noire. Mmh. Euh, dans une heure, tu es sur le bûcher, tu es considéré Ouais. comme un sorcier. T'as beau leur dire non, non, mais c'est un smartphone, les gars, tout va bien, je suis en train de parler à un copain. Non, ça ne marche pas. D'ailleurs, dans les films d'aventure, type Le Seigneur des Anneaux, même nous, on se fait avoir. C'est-à-dire, tu vas voir le druide ou le sorcier qui va regarder dans une mare, dans un chaudron, dans une boule de cristal, qui va voir le chevalier qui est en train de passer la rivière à 3 kilomètres de là. Et toi-même, tu es en train de te dire, il fait de la magie. Il fait pas de la magie, il a juste WhatsApp, J'ai la fibre. un live avec, avec la vie, quoi. Il voit ce qui se passe ailleurs. Tu vois, c'est pas concevable. Tout ce que l'on a aujourd'hui, notre technologie, c'est de la science-fiction. Un esprit de 1523 ne peut même pas comprendre un coup de téléphone. Tu te retrouves, imagine Mozart qui se retrouve en 1523 et voit de la musique qui sort de là-dedans. La première question qui se pose, c'est comment on fait rentrer autant de musiciens dans une petite boîte. Mmh. Son cerveau n'est pas fait pour. Il ne peut pas comprendre. Alors quand un changement se fait sur une, deux, trois générations, sur un siècle par exemple, ou sur des siècles entiers même parfois, eh bien ton cerveau a le temps de s'habituer. Mais quand tu dis à quelqu'un l'IA arrive et va tout changer et est-ce que ça peut devenir une conscience dans 20 ans, les gens disent non, c'est pas possible. Enfin, ça n'est pas possible. Dans sa tête, ça ne fonctionne pas. C'est comme si je te disais, tu vas te téléporter là dans 5 ans, on invente la téléportation et tu peux aller sur la Lune et vivre comme ça. Ça ne marche pas. Euh, tu peux pas le concevoir. Et pourtant, c'est des choses qui arrivent. Et comme ça arrive très vite, notre cerveau n'est pas fait pour, et il bug. Et il dit non, c'est pas possible. Et là, tu as l'innovation qui arrive, et d'un coup, ChatGPT qui arrive, qui dit, toi, tout ce qu'on disait depuis 5 ans, en fait, ça vient d'arriver. Et là, tu as encore cette raison, non, c'est pas possible, j'y crois pas, tu as le déni. Et puis ce déni, tout doucement, et ben, il va avoir les preuves du concept, et puis il va se dire, bah oui, effectivement, ça marche, mais bon, pas pour moi. Et puis tu vas trouver toutes les bonnes raisons d'avoir eu peur avant. Mmh. C'est vrai, moi j'ai une anecdote là-dessus où je trouvais ça assez révélateur là par rapport à ce que tu dis, la peur ou heu, ouais, le déni. J'étais à un apéro d'entrepreneurs et tu une personne qui m'expliquait, «Oui, mais j'ai réussi à lui faire dire des choses fausses». Je dis: «D'accord, mais tu fait exprès de lui faire dire des choses fausses». Moi, j'ai fait des tests, je lui fais écrire des articles sur comme quoi la Terre est plate ou que le monde est dirigé par des reptiliens. Factuellement, c'est faux. Enfin, on ne Mmh. sait pas. Mais mais Cette idée quand même. mais a priori, c'est faux. Hem, donc on peut lui faire dire, oui, n'importe quoi, si tu lui demandes. C'est comme, ceux qui essayent de le piéger en lui demandant qui a été, présidente de la France pour lui faire dire que Simone Veil a été présidente de la France. Mmh. Hem, En fait, il y a un proverbe qui dit avec, ChatGPT, c'est, «Shit in, shit out». C'est-à-dire Mmh. que si tu poses les mauvaises questions et que tu mets les mauvais prompts, bah, fatalement, tu auras les mauvaises, réponses. Et je trouve que cette anecdote est assez révélateur de ce dont tu parlais, de la peur et du déni. Mmh. Mais l'IA a plein de biais. L'IA, faut pas oublier, on a peur de l'IA en disant l'IA n'est pas parfaite, mais l'humain n'est pas parfait à la base. Mmh. L'humain est bourré d'erreurs tout le temps. L'humain est le plus grand risque de l'humain lui-même. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Sinon, il y aurait pas de guerre si on était parfait et qu'on n'avait pas de biais. Les plus grandes guerres commencent par des visions différentes d'humains face à d'autres humains. Et la deuxième grande raison d'avoir une guerre ou une dispute, c'est de ne pas se comprendre. En fait, d'avoir le même avis, mais on l'explique pas pareil. Et en fait, on a l'impression qu'on est contre, alors que non, pas fondamentalement, quoi. C'est juste qu'on s'est mal compris.
Donc l'IA, elle a tout ça, sauf qu'elle l'a de manière plus rapide et augmentée et sans conscience. Mmh. Il y a plein de gens qui se disent: «Est-ce que l'IA aura une conscience?» Non, non, et heureusement que l'IA n'aura pas de conscience. Des fois, je peux me dire: «Mais si l'IA avait une conscience, peut-être que et qu'elle était bonne, peut-être que, elle ferait pour le coup moins d'erreurs et encore moins d'erreurs que l'humain». Bon, ça, c'est un grand débat philosophique, mais oui, oui, l'IA n'est qu'un humain augmenté, hein. Mmh. Puisqu'on copie l'intelligence humaine, on copie aussi ses défauts, on essaie de les corriger, mais un humain est manipulable et tu peux faire dire à un humain ce que tu veux, comme tu peux faire dire à un chiffre ce que tu veux. J'exagère, tu peux pas faire dire ce que tu veux à un humain, mais bien travaillé, tu peux l'emmener vraiment dans des fins fonds de trucs pas cool. Ouais. Non, mais oui, c'est clair avec, ouais, les bonnes questions, les bonnes paroles, il y a alors je me souviens jamais de la phrase exacte, mais je trouve que cette phrase-là, elle est importante à comprendre. C'est, «On fera croire aux humains, ce qu'on veut, en justifiant ses doutes, en encourageant ses rêves, en affirmant ses suspicions, en tapant sur ses ennemis», et il y en a une cinquième que j'oublie, et en fait, c'est que ces 5 leviers-là, si tu sais comment en parler, globalement, tu es capable d'appuyer exactement sur toutes les bonnes cases du cerveau et de la perception de la personne pour l'amener d'un point A à un point B, Mmh. et hem et donc voilà. Et oui, et après il y a autre chose, c'est que comme l'IA, c'est une copie de l'humain, si on a peur de l'IA, c'est justement parce que l'humain n'est pas parfait. Mmh. Si l'humain était parfait, on se poserait même pas la question du risque de l'IA. C'est parce que l'humain a beaucoup de mauvais côtés, des très, très mauvais parfois et puis des mauvais involontaires, qu'on se dit que naturellement l'IA elle fera pareil en pire. Bah oui, mais à la base, nous c'est pareil. On peut faire une analogie. Alors c'est un peu moins vrai maintenant parce que ça y est, ça rentre dans l'esprit collectif, mais la tendance est quand même là. Si tu demandes à une salle de 100 personnes, vous rentrez d'une soirée, il est 1 heure du matin, vous n'avez pas forcément bu plus que ça, mais bon, vous êtes un peu fatigué, tout ça, et puis vous avez de la route avec un petit mélange de voie express et puis de route de campagne. Vous avez à peu près 20 kilomètres à faire pour rentrer. Est-ce que vous préférez rentrer dans une voiture autonome ou conduire? Le risque d'accident, il est 1000 fois plus important si c'est lui qui conduit que sur une voiture autonome. Mmh. Pourtant, la majorité des gens te diront: «Je préfère conduire», alors que c'est complètement improbable. De manière raisonnée, la voiture autonome aujourd'hui a moins d'accidents. Mais la peur de «je ne suis pas maître des choses, je n'ai plus mon libre arbitre», en gros, ça sous-entend presque philosophiquement, «Je préfère mourir à cause de moi qu'à cause de quelque chose que je ne maîtrise pas», même si la finalité est la même. Bah, l'IA, c'est un peu ça. C'est comme, on préfère, nous, faire des erreurs humains plutôt que de mettre une décision dans les mains d'une IA. C'est intéressant, comme parallèle, parce que je crois que Elon Musk en avait parlé, où, quelqu'un lui posait la question, mais, là, donc il faut, comme tu disais, il y a les chiffres. Une voiture autonome fait moins d'accidents qu'un humain. Pourquoi les gens ne veulent pas avoir de voiture autonome? Et il dit: «En fait, ça sera adopté à partir du moment où on fera», je crois que le chiffre c'est 1 million de fois moins d'accidents qu'un humain. Parce que là, a priori, le chiffre c'est 1000 fois moins d'accidents qu'un humain, mais il dit en fait, il faut que l'erreur soit tellement minime et exceptionnelle Mmh. pour que ça soit adopté, que sinon en fait les humains continueront à vouloir conduire. Et je trouve ça vraiment super intéressant comme comportement, dans la mesure où, j'ai l'impression que les gens, dans beaucoup de situations, ont envie de se déresponsabiliser des conséquences de leurs actes, et que là, sur ce cas, hem, ils veulent être responsables s'il y a une erreur. Mmh. Je trouve ça assez intéressant comme Bah, exemple. l'humain est bourré de biais d'excès de confiance, qui fait que, bah, tu vois, bah, c'est la question assez classique. C'est pareil, si tu poses une salle entière de 100 personnes, qui levez la main ceux qui sont meilleurs conducteurs que la moyenne, tu as 90 des gens qui lèvent la main. Ce qui statistiquement est complètement faux. Ou alors tu as vraiment choisi, le hasard fait que tu as les meilleurs. Mais tu passes pas d'examen, c'est juste les gens qui disent: «Moi, je suis meilleur». Tu leur expliques ça, tu leur dis: «Les gars, statistiquement, je devrais avoir que 50 personnes qui lèvent la main et 50 qui ne la lèvent pas, puisqu'on est 100 et c'est la moyenne. Donc maintenant que vous savez ça, analysez bien
et lever la main ceux qui pensent être meilleurs conducteurs que la moyenne. Et tu as toujours les mêmes qui lèvent la main. Et c'est un biais d'excès de confiance. Et tu vois l'inverse, par exemple, avec les mathématiques. Qui pensent être meilleurs en maths que la moyenne? Bah, les stats s'inversent. Pareil pour le dessin ou pour des choses qui sont un peu plus complexes. Que lever la main ceux qui pensent être meilleurs en maths que la moyenne. Tu auras 10% qui vont lever la main. Alors que, pareil, il devrait y avoir 50%. Si tu poses la question qui pense être moins bon professionnel que la moyenne, personne ne lève la main. Donc l'humain est bourré enfin, a beaucoup de biais d'excès de confiance. Et là, dans la conduite ou dans l'usage de l'IA, et ce biais d'excès de confiance, il se met en œuvre. Et on pensera toujours être meilleur que la machine. Donc si tu dis tu as une chance de 50% de chance de mourir en moins sur la route grâce à une voiture, tu vas dire non, mon biais d'excès de confiance prend le dessus. Tu as Mmh. 100 fois moins de chance, tu as 1000 fois moins de chance, 1000 fois ça commence à se négocier, mais bon, je suis quand même meilleur. Tu as 1 million de moins de fois, 1 million quand même, c'est vrai, 1 million ça fait beaucoup quand même. Mmh. Parce que tu sais qu'en France, il y a à peu près 3000 morts sur la route par an, enfin, tu vois, inconsciemment, tu fais tes stats. Ouais, parce que si tu divises par 1 300 000, du coup, c'est-à-dire qu'il y aurait, peut-être, 1 accident tous les 10 ans, quelque chose comme ça? Ouais, Si peut-être, j'ai pas si fait le si je calcul, me mais trompe pas. même beaucoup moins, beaucoup moins. Donc oui, un accident tous les 10 ans, c'est vraiment, ça ferait Mortel en tout cas, là on parlait des ouais, morts. C'est très joyeux comme conversation. ouais, c'est Mais heu, non, c'est intéressant. Alors, on s'est un peu éloigné des métiers, mais c'est la même logique dans les métiers en fait. On pense être meilleur, on pense faire mieux, on pense tout, et puis après tu as toutes les choses qui sont réelles, hein, mais c'est est-ce que c'est éco-responsable? Est-ce qu'en termes d'éthique c'est bien? Est-ce que ça va servir l'humain? Qui sont des vraies questions philosophiques, et dont on n'a pas la réponse. mmh, Donc c'est facile de dire non, mais tu pas la réponse. Ça se trouve, l'humain sera bien meilleur grâce à l'IA que sans l'IA, et moi je pense qu'il sera meilleur. OK, ouais, là-dessus, moi, je vais pas dire le contraire. Mmh. Voilà, faut l'expliquer, faut le justifier, mais voilà, c'est ma conclusion. Hem, dans ta définition, du coup, du Enfin, métier pardon, je vais parce que s'il y en a qui nous écoutent, ce qui est le cas normalement, heu, tout se joue dans qu'est-ce que veut dire meilleur, en fait, dans ma phrase. Je n'ai aucun doute que l'humain soit meilleur grâce à l'IA. Ça veut pas dire qu'il soit, enfin, qu'est-ce que j'appelle meilleur? Et moi, dans ce que j'appelle meilleur, c'est qu'il ait beaucoup plus conscience de lui-même. Il a une conscience de lui et une conscience de ce qu'il fait, une conscience des choses supérieure. Parce que l'IA nous apprend à mieux nous comprendre aussi. Et le fait d'avoir une forme de, je vais vous dire volontairement ce terme-là, de concurrence, parce que l'humain n'a plus de concurrence hein, sur Terre, quasiment. D'un coup, on crée une concurrence. Déjà, ça pose problème. On parlait des peurs. Ça, c'est une vraie peur, hein, qu'il soit au mmh, niveau, voire meilleur. Tout de suite, on se dit, on va tous mourir. Non, on va pas mourir. Par contre, on a un concurrent. Mais ce concurrent nous oblige forcément à être meilleur, à évoluer, à comprendre plus de choses, à avoir une conscience. La concurrence fait toujours progresser. OK, ouais, c'est intéressant cette notion de concurrence et de meilleur par rapport à soi-même, parce que ça c'est un truc que j'expérimente en faisant des prompts. Ça te permet d'aller, plus loin dans ta compréhension de la discipline, en fait, où, j'avais fait un post là-dessus typiquement, où l'idée c'est que tu peux pas faire un bon prompt sur un domaine que tu ne sais pas faire et que tu ne connais pas, dans la mesure où, en fait, l'expérience te permet d'avoir un champ de vision complet de la discipline et de savoir comment l'expliquer et l'enseigner à l'IA. Car actuellement l'IA, elle écoute très, très bien. Si tu lui dis très bien ce qu'il faut faire, elle le fait avec une perfection qui est parfaite du coup. Mmh. Et par contre, si tu comprends pas le sujet, typiquement écrire un post LinkedIn sur X sujet, elle va faire quelque chose de pas très bien. Alors que si tu lui donnes la structure, le ton, comment construire ses phrases, la syntaxe, toutes ces choses-là, elle arrivera, à avoir des résultats qui sont bien meilleurs. Mmh. Et en plus, tu auras pas la capacité d'analyser, voir si il a raison ou pas. Mmh, Enfin, s'il a raison, en tout cas, si c'est pertinent, quel est son niveau d'analyse, s'il fait des erreurs, tu pourras pas l'identifier. non. Et Hem, j'avais la discussion avec un confrère la dernière fois qui lui est contre ChatGPT. Il me disait ouais, mais bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui est, enfin c'est quelqu'un, c'est une entité. Euh, tu
tu lui dis les choses et puis tu as plus besoin de les faire, elle les fait et en fait, ça nous enlève toute notre responsabilité et cetera. Et je lui dis: «Mais toi, tu es chef d'entreprise, c'est pareil avec un salarié. Tu payes quelqu'un pour lui demander de faire un truc que toi tu ne feras pas et tu comptes sur lui pour qu'il le fasse bien et que tu aies pas tout à vérifier derrière. Alors tu vérifies de temps en temps, mais c'est exactement pareil. Tu te déresponsabilises pas, mais tu délègues une tâche à quelqu'un. Bah, il y en a qui délèguent, la création de leur content manager à des content managers justement. Heu, on leur dit pas: «Oh là là, tu pas professionnel, t'es pas un bon chef d'entreprise parce que tu as embauché quelqu'un dont c'est le métier». Mmh. Par contre, on lui dira: «Ah ouais, mais tu pas bon parce que tu demandes à l'IA de le faire, donc ça va t'enlever des compétences». Non, tu utilises des compétences autrement pour justement produire plus de valeur, plus vite, peut-être mieux aussi. Chacun mettra le mieux dans ce qu'il veut, enfin ce qu'il veut derrière le mot mieux. Et toi, ton expertise, elle est ailleurs, dans cette vision globale, ce que tu disais, cette vision globale, cette compréhension, cette expertise du métier, et ça te permet d'aller plus vite justement, et donc d'apprendre plus vite aussi. Mmh. Je pense que ça fait une c'est un sujet que je voulais aborder plus tard, mais je pense que c'est une bonne transition. Hem, Moi, ma théorie, tu me dis ce que j'en pense. Je pense que ChatGPT va permettre aux très, très bons managers d'être 10 fois plus productifs, dans la mesure où, quand j'utilise ChatGPT, j'ai l'impression de devoir le manager et de lui expliquer ce qu'il doit faire et de devoir vraiment, lui donner des missions très précises et de devoir pour construire mon prompt comme à une personne qui est stagiaire, qui vient d'arriver, c'est sa première année, dans le domaine, de lui expliquer vraiment très, très précisément le processus, comment il doit faire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, la 1re chose, et ce sera peut-être une parenthèse avant de répondre, c'est que, je pense que toi comme moi, on a une forme de conviction sur les bonnes choses qu'apporte, l'IA, de façon générale. Ouais, tout à fait. Mon discours n'est pas une ode à l'IA. Il y a plein d'autres choses aussi négatives, hein, on peut en parler, hein, des déviances, des dérives, des problèmes que ça peut poser. Je dis pas, oui, allez-y les yeux fermés. Au contraire, il faut avoir peur d'un certain nombre de choses. La peur est bienfaisante, et positive dans de nombreux cas. Donc il faut avoir peur de certaines choses. Par contre, il faut mettre la peur au bon endroit. Et moi, mon travail, c'est de regarder ce qui se passe, de pas faire de déni en disant: «Ça, je sais que ça va se passer», et plutôt: «Voilà ce qu'on peut en faire et comment on peut l'utiliser», mais pas forcément, les yeux fermés, puis aller, en béni oui oui, tout va bien et tout ira bien, voilà. Donc je veux quand même faire cette petite parenthèse. L'IA n'est pas à 100 parfaite et oui, n'allez pas tous les yeux fermés, dans l'IA. Il faut faire attention à un certain nombre de choses. Pour répondre à ta question, hem, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, je pense que ça peut aider les managers dans certains domaines. Par exemple, et j'ai fait un post là-dessus, la dernière fois, ou un commentaire dans un post. Hem, je prends un exemple très concret. L'un des points d'un rôle des managers justement, c'est d'expliquer les choses, de transmettre de l'information, de savoir l'analyser, de prendre de l'information et de la retransmettre à d'autres de manière structurée. Et il se trouve que dans notre manière de parler, on a beaucoup de mots et de phrases qui ne sont pas claires, qui ne sont pas spécifiques. Par exemple, si je te dis, «Allez les gars, il faut, finir au plus vite», tu pourrais dire: «Bah tiens, le manager il est là, il dit: "Il faut finir au plus vite", mais finir au plus vite, ça ne veut rien dire». Mmh. Pour l'un, ça peut être 5 minutes, pour l'autre, ça peut être 2 heures ou ça peut être 3 mois si le projet est plus long. Et si c'est un projet qui est 3 mois, il faut finir au plus vite, ça peut être on réduit à 2 mois. Ça ne veut rien dire. Mmh. Un mot comme, il faut mettre en place le projet machin, mettre en place, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concevoir, ça veut dire le tester, ça veut dire avoir fait 2 mois de test pour être sûr que ça fonctionne, ça ne veut rien dire. La dernière fois avec une de mes collaboratrices, je lui ai dit, tout bêtement, je lui ai dit: «Tiens, est-ce que tu as fini? Est-ce que c'est fini?» On sortait un truc, je lui ai dit: «C'est bon, est-ce que c'est tout fini?» Elle me dit: «Oui, oui, c'est tout fini». Heu, sauf qu'on n'avait pas la même notion de fini. Pour elle, fini, c'était: «J'ai fini mon travail». Pour moi, c'était: «Est-ce que le travail est fini?» Mmh. C'est pas pareil parce que dans «Est-ce que le travail est fini?» ça veut dire: «Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que tout le monde l'a vu? Est-ce que tout le monde a dit oui? Est-ce que te» et dans son cas, c'était, «Moi, j'ai fini mon travail». Et sur le coup, je me suis fait avoir, j'ai dit: «Ah bah, c'est cool», et j'ai considéré dans ma tête que c'était fini. Quand j'ai vu le travail 2 jours après, je me suis dit: «Mais c'est pas fini du tout, il y a encore plein de boulot». «Ah Ouais. bah oui, machin, il a pas relu, machin». Donc on dit plein de choses qui sont non spécifiques. L'IA, si tu es non spécifique avec elle, elle te raconte n'importe quoi. Elle te dit n'importe quoi. Et donc tu es obligé de mettre des mots hyper précis dans l'IA pour faire un bon prompt, en l'occurrence,
Et moi, je sais que personnellement, alors je suis déjà très attentif à ça. Maintenant, quand je pose mes questions à des gens, j'ai tendance à être beaucoup plus précis et à garder les mêmes règles, c'est-à-dire contexte, qu'est-ce que j'attends précisément. Qu'est-ce que j'attends, ça veut pas dire je veux une phrase de 30 mots, hein, ça veut dire qu'est-ce que je veux comme type de réponse de ta part. Et donc je pose des questions beaucoup plus précises à des gens. Tiens, voilà mon contexte, voilà mon problème, et j'attends de toi que tu me dises dans telle situation, à ma place, tu ferais quoi? Et je te donne assez d'éléments pour le dire. Et en fait, on va beaucoup plus vite dans la réalisation, comment dire, dans la réponse à un besoin ou à une problématique. Donc ça, c'est une chose, à mon sens, qui vont aider les managers. L'IA nous apprenant aussi plus et la technologie à nous connaître, parce que de la data, parce qu'une intelligence de la donnée, de l'information, etc., aide. Après, ça dessert. C'est-à-dire que l'information est une source de pouvoir. Plus tu as d'infos et que les autres n'ont pas, plus tu as du pouvoir. Si l'info est présente partout pour tout le monde, tu n'as plus ce pouvoir. Donc, il faut trouver d'autres sources de pouvoir, Mmh. d'autres sources de légitimité. Et là, ça aide pas les managers, parce que celui ou celle qui est moi je suis directeur, j'ai la connaissance, je garde les infos et je la distille un peu quand il faut à qui je veux pour garder le pouvoir, ça commence à ne plus exister. Donc, Coco, si tu veux avoir du pouvoir et de la légitimité, il va falloir que tu fasses tes preuves différemment. Et là, ça n'aide pas, enfin ça aide en termes d'éthique et de valeurs d'entreprise et managériale, mais sur le coup, ça va lui poser quelques problèmes. OK. J'avais cette réflexion, là, par rapport à ce que tu disais où, il y a une définition du capital que j'aime bien, que je trouve, assez précise, qui dit que le capital est composé de 3 choses: le réseau, ton patrimoine financier, donc tes actifs immobiliers, actions et l'argent que tu as, et ton capital culturel/intellectuel. Et je trouve que ChatGPT est en train de commoditiser ce troisième capital. C'est-à-dire que la connaissance est accessible à tous. Il y avait déjà ça avec Google, mais typiquement, là où je trouve, que c'est surpuissant, c'est que ça s'adapte à ton cas. Je te donne un exemple concret. Tu veux apprendre à faire des emails de prospection. Avant, tu allais sur Google, tu lisais des articles, tu voyais des techniques, tu essayais d'appliquer les techniques à ton article, enfin à ton email. Alors que maintenant, tu lui dis: «Bon, bah, je fais ça, mon offre c'est ça, mon contexte c'est ça, je veux prospecter X personnes, écris-moi une séquence de cold emailing». Et là, en fait, il va prendre donc toutes les données que toi, tu aurais dû processer pour écrire un mail de cold email, et il va le faire à ta place. Mmh. Et je trouve, ça, assez, je trouve que ça rebat vraiment quand même les cartes, hem, du jeu. Mmh. Selon toi, ça va être quoi les métiers, donc tu faisais la distinction entre fonction et rôle. Quels vont être donc les métiers slash les rôles qui vont être impactés par l'IA dans les grandes lignes, un peu hem, les grands champs, je sais pas comment, les grands rôles qui vont être impactés? Mmh. Alors c'est pareil, c'est très difficile de répondre à la question parce qu'un même rôle dans 2 métiers différents peut ne pas être impacté de la même manière. OK. Hem, Tu vois, par exemple, si, hem, c'est vraiment très compliqué parce que, hem, comment dire? Hem, Moi, je pars d'un principe, c'est que, hem, l'humain ne sera pas à la merci de l'IA. Pour OK. X raisons, pour en reparler, je pense qu'il ne sera pas à la merci. Au pire du pire, faisons de la science-fiction, ce sont 2 espèces qui vivent en parallèle et dont on va tenter que le mariage soit possible et positif. Je caricature vraiment, c'est une image, hyper, dystopique presque, mais voilà, pour moi, c'est le pire. Donc je n'envisage pas l'IA comme tuant l'humain ou, arrêtant l'humain. Pourquoi? Parce que, déjà pour que la création dépasse le créateur, il faut un petit peu de temps quand même et puis il faut des logiques, des trucs qui se passent.
Mais l'humain, en fait, si l'humain est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a des spécificités par rapport à d'autres espèces animales et qu'il a développé pendant des millions d'années. Et dans ces spécificités, tu vas voir par exemple la créativité, l'envie d'entreprendre, l'envie de se sentir utile, l'envie de communiquer, l'envie d'être avec les gens, de passer un moment avec des gens. Une IA, elle n'a pas besoin de boire une bière le soir avec un pote. Toi, t'en as besoin, ou un coca, ou ce que tu veux, enfin peu importe, ou un café, ou juste jouer au tennis. L'IA n'en a pas besoin. Toi, tu en as besoin. Je n'identifie pas un monde dans lequel on perdrait ce qui fait l'essence même de l'humain. Et là-dedans aussi, il y a la recherche d'un savoir, la recherche de la connaissance ultime. C'est ce qui fait que l'humain est ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'on a envie de connaître l'infiniment grand, l'infiniment petit, connaître notre histoire, d'où on vient, l'origine du Big Bang, ce qui va se passer demain. C'est ça qui fait notre intelligence, qui est complètement inutile. Hein. On parlait d'utilité dans l'histoire du monde. L'humain et la Terre étaient beaucoup plus heureux quand un genre d'homme singe faisait caca au pied d'un arbre. Hein. C'est dans l'histoire de la planète. Ce qu'on fait aujourd'hui n'est absolument pas utile du tout. Mais bon, on en est arrivé là. Donc gardons quand même ce qu'on a, ne revenons pas au basique de l'animal. Mais cela dit, c'est une vraie question hein, quand même, de se dire jusqu'où faudrait décroître à un moment donné. On pourrait se poser la question. Donc je pars du principe, pour répondre à ta question, que on a de toute façon cette approche-là, cette manière de vivre et de vouloir être qui est fondamentale et qu'on ne va pas perdre. Ça veut dire que dans un métier, si par exemple moi je suis un créateur de contenu, prenons un exemple. Je reprends toujours l'exemple du SEO parce qu'il est très, très représentatif. SEO, c'est un métier qui n'existait pas il y a 15 ans, il n'existera plus dans 10 ans. Tout le monde s'en fichera dans 20 ans, comme tout le monde s'en fichait il y a 50 ans. Par contre, SEO, ça participe à un métier plus large qui est la création de contenu. Et dans la création de contenu, on trouve des artistes, des écrivains, des auteurs, des gens qui pensent, qui réfléchissent, dont je peux faire partie en écrivant un livre. Est-ce que parce que j'ai ChatGPT, je n'aurais plus envie d'écrire un livre? Non, parce que j'aime écrire. Donc je continuerai à écrire. Donc la manière dont les métiers vont évoluer et ou disparaître va tenir finalement de l'humain, de qu'est-ce que l'humain a envie de faire ou de garder. La chose qui est sûre, c'est celle que je viens d'expliquer, qui est propre à chacun. Mais il y a une autre dimension dans cette réflexion-là, c'est que il y a des managers et des chefs d'entreprise qui ont des ambitions pour eux, mais aussi pour leur entreprise. Si moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que mon entreprise vende plus, fasse plus de chiffre d'affaires, et que tu me prouves par A plus B qu'une IA peut remplacer 3 commerciaux et que ça coûte moins cher, et qu'en plus, tu parlais de capital, je capitalise une expérience que j'améliore au fil du temps, alors que le commercial, il finira par partir et je perdrai une partie de sa connaissance, je serais stupide de dire je préfère garder mes 3 commerciaux et pas prendre d'IA. Mmh. Ce qui m'en empêchera, ce sont des valeurs humaines, éventuellement. C'est exactement pareil que si tu es chef de chantier et qu'à un moment donné, ton chantier n'avance pas assez vite et que tu te rends compte que tous tes ouvriers, ils vissent à la main, ils tapent sur un marteau comme ça, ils ont des scies à main et ils ont des perceuses, c'est des vilebrequins. Si t'es pas bête, tu te diras, je vais pas embaucher quelqu'un, je vais leur acheter une visseuse, une perceuse, une scie circulaire. Tu ne considères pas que c'est des mauvais ouvriers pour autant. Au contraire, tu diras, je les ai fait passer dans un monde différent. C'est exactement pareil pour un chef d'entreprise, il va réfléchir à ça. Est-ce que j'investis sur l'humain ou j'investis sur l'outil? Il y a des choses sur lesquelles je dois investir sur l'humain, d'autres sur l'outil. Et moi, je pars du principe que, et là, on va ouvrir une autre dimension de notre discussion, c'est que l'entreprise, telle qu'elle existe aujourd'hui, a une vocation qui est et humaine et de création de valeur avec une approche financière très forte. Et donc, cette création de valeur et financière va être de plus en plus automatisée. Et on va trouver dans cette automatisation la possibilité de transformer l'entreprise comme quelque chose qui est plus un lieu de vie, et on le voit déjà arriver. Donc ça veut dire que tu vas avoir en parallèle des gens qui vont dire comment je peux optimiser ma création de valeur, quitte à mettre de l'IA, de la data, de la technologie partout, mais comment grâce à ça, je peux ou je suis obligé de faire vivre des humains qui vont partager, créer, avancer dans la vie, imaginer des choses, lancer de nouveaux projets, entreprendre, communiquer, être heureux, élever leurs enfants, éduquer leurs enfants, être en meilleure santé, etc. Et le rôle de l'entreprise va changer. Et la vraie question à se poser, c'est pas quel rôle va changer ou pas. Ça, on peut en discuter pour chaque métier. Je peux te faire quasiment un dessin de ce qui va se passer
chez les avocats, les experts comptables, les marketeurs, les commerciaux, les directeurs industriels, etc. C'est mon métier de le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de regarder une grande tendance à 10 ou 20 ans et de se dire qu'est-ce que devient l'entreprise. Et cette entreprise, elle a effectivement une part d'automatisation extrême qui va se développer. Extrême, dont l'IA est la clé, dont la data est la clé, dont les flux de matière et de data seront essentiels partout et automatisés le plus possible, parce que c'est la règle dans une boîte d'automatiser et d'augmenter la performance. Par contre, ça deviendra de plus en plus la règle de faire en sorte que les gens s'épanouissent. Le droit nous y aide, la politique nous y aide, l'évolution sociétale nous y oblige. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur. Parce que fabriquer une table, c'est utile d'avoir une table chez toi. Mais la manière dont elle est fabriquée, si c'est automatisé ou si c'est des humains, déjà tu te poses plus la question. T'as envie d'une table fabriquée par un humain si c'est une œuvre d'art, si c'est un truc bien. Pourtant, tout le monde achète chez Ikea et il n'y a pas beaucoup d'humains qui interviennent dans la création d'une table chez Ikea. C'est quoi, selon toi, le modèle économique vers lequel on va? Parce que là, dans ce dont tu as parlé, la place de l'entreprise, je te dis comment j'interprète, j'ai un peu la Vas-y. même vision. Alors, j'ai pas l'impression que c'est exactement la même vision, mais c'est des tendances qui sont assez similaires. Moi, je pense que, par exemple, va y avoir là, sur les 10 prochaines années, un une forte croissance des solopreneurs à cause de l'IA ou de tout petits groupes, vraiment de petites associations d'entreprises qui vont faire beaucoup, mais où ils sont 3 ou 4. Et je pense qu'il va y avoir des boîtes assez incroyables, avec vraiment des équipes qui sont minuscules. Enfin, en fait, c'est déjà un petit peu le cas dans le monde du SaaS où tu vois, des boîtes de 3 personnes, qui génèrent, 3, 4, 5 millions, et c'est déjà presque tout automatisé. Mm. La question, c'est par rapport au système économique, c'est comment tu divises, enfin même plus social du coup, les personnes qui vont travailler dans la tech, donc tu sais, automatisation, création de valeur économique avec l'entreprise, et celles qui vont faire autre chose, donc par exemple de la création artistique ou du travail manuel. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. Quel est le fond de... En fait, Fais-moi un bon prompt. OK, de ce que j'ai compris, tu dis que dans 20 ans, tu vas avoir une partie des personnes qui vont justement être toujours donc dans l'entreprise et automatiser au maximum pour créer de la valeur économique sur, Oui, du coup l'entreprise. Et après qu'il va y avoir d'autres personnes où la priorité, ça va être leur, on va dire, leur épanouissement personnel, mais que typiquement la valeur économique, elle sera pas aussi importante que ce que va générer une entreprise. ouais. Alors, c'est pas si binaire que ça. OK. C'est-à-dire, c'est pas parce que t'as pas ceux d'un côté qui font de l'hyper-productivité, puis ceux qui s'éclatent. C'est pas comme ça. T'as tout un tas de personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans ceux-là, il y a ceux qui conçoivent, qui automatisent, qui vérifient, ces rôles, je pense, continueront à exister, qui dirigent, qui prennent des décisions, etc., qui organisent, les chefs d'orchestre, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le fond de la création de valeur sera automatisé. C'est-à-dire, il y aura de moins en moins de décisions humaines sur cette production de valeur directe. Et c'est le cas déjà, hein, on peut dire non, ça n'arrivera pas. C'est le cas. Mmh. Entre un artisan qui fait ses tables tout seul et une chaîne de prod IKEA, il n'y a pas beaucoup de décisions sur une chaîne de prod IKEA. Hein. Les tables, elles sortent à la chaîne. Par contre, la décision, elle est sur un niveau supérieur, sur un niveau méta, en fait, de l'organisation, qui organise, qui structure un rôle d'architecte. Et ces gens-là, ils vont structurer, mais ils ont aussi envie de s'épanouir. Ces gens-là, ils vont peut-être changer beaucoup plus de métier, beaucoup plus souvent, parce que dans leur process de décision, dans leur process de création, il y aura aussi tout un tas d'automatisation, tout un tas de choses qui sont figées. Et l'humain, il sera beaucoup plus remplaçable. Et dire que l'humain est remplaçable, on va dire, ah, j'ai pas envie d'être remplacé. Mais en fait, quand tu y penses, t'as pas non plus envie de bosser 40 ans dans la même boîte, t'as envie d'être remplacé. La seule chose, c'est qu'on vit pas le remplacement de la même manière. C'est-à-dire, il y en a, ils vont être dans des périodes de vie où ils ont envie de rester 10 ans parce qu'ils achètent une maison, ils ont des enfants, et d'autres, ils ont juste envie de se barrer dans les 6 prochains mois. Et tant mieux. Donc, on a peur du remplacement et en même temps, on cherche la liberté. C'est antinomique. Ça marche pas. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. On en profite de tout ça. En même temps, moi, j'ai pas envie de rester 40 ans, j'ai envie d'être libre de partir quand je veux, mais j'ai pas envie qu'on me force à partir si j'ai pas envie. C'est un peu ça le process.
Et c'est un peu comme qui veut changer, enfin, est-ce qu'il faut changer? Oui, qui veut changer? Pas moi, quoi. C'est un peu le cas. Donc pour répondre à ta question, oui, l'entreprise va s'automatiser énormément, ce qui va permettre aux humains de s'éclater beaucoup plus et d'avoir un lien peut-être un peu vraiment différent par rapport à leur métier, et leur vie personnelle. Mais ce que tu évoques est aussi, c'est un deuxième pan de cette réflexion, c'est de se dire, est-ce que finalement ce qui est derrière, c'est est-ce qu'on va continuer à être des grands groupes ou est-ce qu'on va travailler plutôt en petits groupes? En fait, il se passe un truc, c'est que depuis la révolution industrielle, particulièrement la deuxième, mais déjà un peu dans la première, mais particulièrement la deuxième révolution industrielle, terrorisme, etc., euh, on a développé des multinationales qui dépossèdent la personne de son travail. C'est-à-dire que quand tu es agriculteur et que tu travailles pour toi-même, tu sais pourquoi tu travailles. Tu travailles dur, tu peux avoir plein d'aléas, tu peux avoir une insécurité totale, mais tu sais pourquoi tu travailles. Parce que le capital, il est à toi. Quand tu te fais embaucher, tu passes d'agriculteur à travailler ouvrier dans une usine, tu te dépossèdes de ton travail puisque tu vends ton temps et tes compétences. Indirectement, le contrat de travail, il est sur le temps, essentiellement. Tu bosses tant de temps à tel niveau, donc tu gagnes autant. Euh, et donc, on est rentré dans ce mode de dépossession. Et puis, quand tu es une grosse boîte qui augmente les échelons, un niveau, deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux, cinq, six, sept, huit niveaux dans certaines boîtes, et toi, tu es là, et le mec qui décide, il est huit niveaux au-dessus. Mmh. Le mec, il est plus en contact avec la réalité. Et moi, je me dis, à combien de niveaux il faut réussir à se retrouver, à être, pour avoir une vie humaine, pour avoir une conception humaine de l'entreprise, proche de la valeur que tu crées. Entre la décision stratégique et la décision opérationnelle, faut qu'il y ait un lien. Et à mon sens, c'est pas plus de deux ou trois niveaux, grand maximum. Mmh. Au 4-5 niveaux, tu y es plus. Et donc, on va voir, et je suis assez convaincu qu'on va voir arriver des entreprises, et c'est en train d'arriver, donc il y a la recherche de sens, des gens qui se mettent en auto-entrepreneurs, mais aussi des multinationales qui se divisent en plus petites entités, et ces entités qui veulent, et j'ai des exemples dans ce sens, qui veulent rester autonomes, mais au service d'un grand groupe, comme une start-up dans un grand groupe, comme une entité autonome dans un grand groupe. Et là, on va se retrouver dans une forme d'entreprise qui est assez intéressante, c'est que si tu gères des flux de données Internet, des data centers et de la sécurité sur 3000 clients en mode SaaS, tu es obligé d'être dans une énorme boîte, d'une certaine manière. Euh, Quand tu es Orange et que tu gères des réseaux dans le monde entier, tu es obligé d'être une énorme boîte. Mmh. Mais par contre, cette boîte, elle va s'éclater en plein de petites entités, et chaque entité va avoir envie d'être proche de la valeur créée. Et ça, c'est clairement, je pense, quelque chose qui va se passer. Et c'est parce qu'on sera proche de la valeur créée qu'on va plus s'amuser, qu'on aura plus envie d'entreprendre, seul ou avec son équipe, et qu'on aura peut-être aussi l'occasion de retrouver une relation client et un sens dans son travail différent. C'est intéressant, je trouve ça assez contre-intuitif, comme, du coup, comme réflexion. C'est que l'idée là, l'IA va permettre de diminuer la taille des entreprises et du coup de les réhumaniser plutôt que de est-ce que c'est un peu ça du coup l'idée? De Oui, non, sauf que je m'arrête pas à l'IA. C'est pas l'IA qui va permettre ça. L'IA est un élément parmi d'autres, mais là, je parle d'une évolution sociétale complète dans laquelle la technologie joue un rôle très, très fort d'automatisation. Et mais l'automatisation, c'est pas que l'IA, hein. C'est des Ouais, bien flux sûr. de data, c'est de l'automation, c'est de la prod, c'est des robots, c'est sur les chaînes de prod qui existent déjà, hein. OK. J'ai une autre question. Est-ce que tu penses que du coup la mutation sera rapide ou pas? On a quand même eu du coup, enfin je trouve une révolution qui est assez importante avec justement donc ChatGPT dans la mesure où en fait ça a donné accès, à tout le monde à de l'intelligence artificielle. J'aime bien le terme, c'est, mother friendly. C'est que tu montres, à ta maman, ChatGPT, tout de suite elle va comprendre comment l'utiliser, elle va voir la puissance et l'intérêt de l'outil. Comment tu penses que le monde du travail et les métiers vont s'adapter à quelle vitesse? Est-ce que tu penses qu'il y a des étapes, d'adaptation? Grande question. On est dans un monde où le développement est exponentiel aujourd'hui.
le changement, il est quasiment exponentiel aussi. J'ai plus les chiffres, je les ai vus il y a 2-3 semaines, j'ai plus les chiffres du tout, mais c'est le coût et le temps de développement d'une IA entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Je crois que le chiffre, je ne pourrais pas faire d'erreur, mais c'est qu'on a divisé en 2 ans par 10 le coût de création d'une IA. Et, et donc on est dans des progressions. ChatGPT et ChatGPT n'est pas la seule IA, hein, bien sûr, c'est le totem, mais il y en a plein d'autres et il y en aura plein d'autres. Dans 5 ans, on parlera peut-être plus de ChatGPT, qui sait. Et il y a les IA qui sont. ChatGPT est une IA généraliste, il y a les IA spécialistes qui auront bien plus de poids dans les métiers que ChatGPT. Il ne faut pas voir ChatGPT comme celui qui va changer les métiers. C'est le totem d'autres IA. Donc on est dans une accélération folle. La loi de Moore qui donnait la progression des ordinateurs, de la puissance des ordinateurs en fonction du temps qui passe, a complètement explosé. C'est-à-dire qu'on est bien plus élevé que la progression technologique qu'il y avait dans les années 90 ou 2000. On est vraiment dans quelque chose qui est exponentiel. Donc oui, ça va s'accélérer très vite. Après, j'invite chacun à regarder la courbe de Gartner aussi, qui montre qu'à chaque fois qu'une innovation arrive technologique, il y a une montée en charge très rapide des early adopters, entre guillemets, et qu'après, il y a la phase de désillusion. Et après cette phase de désillusion, on recommence à construire des choses. C'est ce qui est en train de se passer avec les NFT, où tout le monde a fait de la spéculation avec des petits trucs pictos. On ne sait pas pourquoi ça vaut 100 000 euros un picto. Effectivement, je parlais d'inutile, là on n'en est pas loin quand même. Aujourd'hui, on commence à voir les nouveaux modèles beaucoup plus intelligents liés au NFT et à la blockchain d'ailleurs indirectement. L'IA, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a le buzz de ChatGPT, donc il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, ça se repose un petit peu et qu'on reconstruise quelque chose. À mon sens, la vraie évolution, elle va avoir lieu d'ici 2-3 ans. À mon sens, c'est à peu près ce qui va arriver. Le temps que ce buzz passe, qu'on commence à trouver des vrais usages très très utiles, qui apportent beaucoup de valeur, de les avoir testés et de pouvoir les mettre en production de masse. Parce que c'est encore l'humain qui décide. Et l'humain a son temps de réflexion, son temps d'analyse, son temps de mise en œuvre, des temps d'investissement financier aussi pour pouvoir avoir les fonds, pour pouvoir tester, etc. Et je vois pas un énorme changement avant 2 ans sur ce sujet-là, hein. C'est-à-dire qu'on a pris la vague, on est sur la vague, ça va redescendre, remonter un peu, il va y avoir des hauts, des bas, etc. Mais le vrai changement, faut l'attendre, à mon avis, sur 2026-2027. Mais 2030, je suis pas un jour près, hein, on s'en fiche entre Oui. 2025 et 2030. Mais clairement, en 2030, l'entreprise ne sera plus comme aujourd'hui. Clairement. OK. Et tu penses que ça va se passer comment? Du coup, comment ça va s'intégrer? Hem, comment les personnes vont l'adapter? C'est quoi les moyens? Et en fait, je voudrais me mettre aussi un peu en parallèle avec, quel type de régulation auquel on peut s'attendre par rapport à ce qui s'est déjà passé, peut-être à d'autres technologies? Je pense notamment au RGPD en 2018. Mmh. Est-ce qu'on peut s'attendre à certains types de régulation qui va faire dévier un peu l'adoption ou la faire adopter d'une certaine manière? C'est le point sur lequel je suis le moins optimiste ou le plus pessimiste. Parce que la régulation doit être mondiale. Si tu mets une régulation, la data, c'est une chose. On voit bien déjà que la data, en mettant, nous, Européens, on est tellement moins à l'aise avec la data que les Chinois, par exemple, qui eux le sont trop. Pour nous, hein, c'est notre vision, hein, qu'ils le sont Mmh. trop. Eux, ils pensent pas qu'ils le sont trop, hein. Ils pensent qu'ils font ce qu'il faut. Ils font ce qu'il faut. Mais euh, ça nous a, ça nous a fait louper d'une certaine manière un cap. Et j'aime pas le mot louper parce que louper, ça voudrait dire qu'on a fait quelque chose de mal. On n'a pas fait quelque chose de mal. C'est pour nous, c'est eux qui vont trop vite. C'est les autres qui vont trop vite. Le fait est, n'empêche que les autres, on n'a pas la main dessus et ils y vont. La vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'on a envie de laisser les autres prendre une longueur d'avance, de faire leurs propres erreurs, de perdre de l'argent, mais de réussir avant nous? Ou est-ce qu'on veut être ceux qui réussissent en premier, qui y vont en premier?
T'as plusieurs, et là, c'est vraiment philosophique, et on a des différences culturelles qui sont très fortes. Nous, l'Europe, qui est mine de rien toujours le vieux continent, on a toujours des systèmes de précaution qui sont beaucoup plus évolués qu'en Chine ou aux États-Unis ou en Inde. Euh, donc, euh, donc, je suis assez pessimiste sur le fait qu'il y ait une régulation mondiale, parce que là, ça se joue au niveau mondial. Mmh. Et surtout en ce moment, on n'est pas au cœur d'une super entente des pôles asiatiques, russes, américains et des BRICS. Et donc, je suis pas très très positif. Après, c'est est-ce qu'on dérégularise complètement ou on ne régularise pas? Est-ce qu'il faut une éthique mondiale? Ça peut être. Mais les grands milliardaires du monde ont beau dire il faut, qu'est-ce qu'ils font? Euh, voilà. Donc je suis pas très positif là-dessus. Par contre, maintenant c'est pas parce que je suis pas positif que ça veut dire la fin du monde et tout ça. Ça veut dire une période de changement brutale sur lesquelles, si nous on décide de ne pas être les leaders, on va avoir le contre-coup. On va prendre la vague dans le dos, clairement. Moi, je préfère prendre la vague de face et surfer sur la vague que la prendre dans le dos. Mais c'est pas parce que tu as pris une vague dans le dos que t'es pas bien et que tu meurs noyé non plus. C'est un choix. C'est un choix. Tu peux préférer les beaux lacs et faire la planche à voile sur un lac, et tu peux avoir envie de faire du surf à Hawaï. Mmh. Voilà. À voir ce qu'on a envie comme choix de société. Il y a un événement du coup, enfin je trouve qu'il illustre un peu ça, où je trouve ça un peu, tu disais justement, est-ce que nous, on y va pour essayer d'être concurrentiel sur ce domaine-là par rapport donc aux États-Unis ou aux Chinois? Hem et alors je sais plus exactement qui c'est, mais sa citation c'est, «On a été, le groupe le plus rapide pour faire une, législation sur l'IA». Mmh. Et je sais pas, je trouve ça un peu dommage d'essayer de mettre en avant qu'on a été les plus rapides pour faire une législation, alors qu'en fait la vraie valeur c'est l'IA et ChatGPT, et faire une législation, de toute façon bon, il y a des pays par exemple qui ils sont à la traîne, mais parce que ils préfèrent justement prendre ces risques et essayer d'avancer. Mmh. Hem, j'ai une question plus par rapport à l'AGI. Donc l'AGI, qu'est-ce que c'est? C'est donc une intelligence artificielle qui est au niveau de l'humain, au niveau intellectuel, ou qui peut être même supérieure. Est-ce que tu penses, parce que tout à l'heure tu disais hem, que l'humain ne sera pas à la merci de l'IA et que l'humain aura toujours le contrôle sur l'IA. Comment tu conçois un monde et les métiers avec justement une AGI? Alors, j'ai fait une étude il y a quelques années. Je fais une macro-étude. Quand je dis macro, c'est que je l'ai fait moi tout seul dans mon coin et sans aller dans le détail des choses. Et je me suis projeté sur l'IA, l'entreprise gérée par une IA. Et OK. je me suis dit en 2030, quel est le pourcentage de décisions prises par une IA dans une entreprise? Je suis arrivé à 70%. Ça veut dire soit en 2030, 70% d'une entreprise pourrait être gérée par une IA. Ça ne veut pas dire que c'est une IA qui est à la tête de l'entreprise. Ça veut dire 70% des décisions, mais parfois très stratégiques, un rachat, une acquisition, un lancement de produit, des dates clés, des choix juridiques, etc., qui sont très importants et très stratégiques, pour être pris par une IA. Il se trouve que j'interviens dans des écoles de management et, et j'ai voulu confronter cette idée-là avec une autre approche. Et donc j'ai demandé dans un cours de transformation digitale à des étudiants, ils étaient 5, de faire un travail pendant 3 mois, je crois, sur la même. Mais je n'aurais pas donné mes points de départ. J'aurais pas donné de méthode. Enfin, j'ai donné quelques idées de méthode, mais pas assez pour que ce soit ma méthode. J'ai essayé de pas biaiser la chose. Et ils ont fait une étude très détaillée, avec des dizaines et des dizaines de points précis. Conclusion, ils font leur moyenne, ils arrivent à 72%. Je me dis, il y a un truc quand même. J'ai pu les influencer un peu dans le travail, mais vraiment Mmh. très très peu. Euh, donc je reste là-dessus, en me disant potentiellement une entreprise peut être en 2030, alors ça peut être en 2028, en 2032, peu importe, mais c'est à peu près ce qui arrive.
gérés par une IA. Je ne crois pas que des entreprises, que des IA gèrent les entreprises à 100%. Par contre, qu'on puisse avoir des dirigeants d'entreprise qui posent leurs décisions sur des IA et qui, à un moment donné, se déresponsabilisent parce qu'ils veulent voir trop grand, trop vite et qui se basent sur des IA, ça va arriver avec des dérives. Clairement, ça va arriver. Est-ce que ça durera dans le temps? C'est comme tout. Si ça marche pas, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 50 ans plus tard, on le fera plus. La question, c'est dans l'humanité, comment évolue l'humanité. Après, si la question, c'est comment moi, dans mes 10 ans qui me restent à travailler, j'évolue, je peux y répondre, mais ça m'intéresse pas beaucoup. La vraie Mmh. question, c'est est-ce que les choix qu'on fait aujourd'hui vont impacter nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Euh, donc, je reste confiant dans le sens que l'homme ne va pas disparaître et que ça va se régulariser à un moment donné. Mais par contre, il va y avoir des abus, clairement, et que cette IA, à un moment donné, va être utilisée pour prendre des décisions. Jusqu'où aller? Je vois pas un monde à la Wall-E, tu vois, avec les Mmh. humains gros dans leur siège qui bossent pas. Je le vois pas. Par contre, des humains qui perdent beaucoup de leur libre arbitre dans l'entreprise, oui, ça ne me dérange pas à partir du moment où ils sont heureux de vivre et qu'à côté ils s'éclatent. Ça me dérange à partir du moment où ils n'ont plus leur libre arbitre et que ça les rend malheureux et que quand ils rentrent chez eux, ils sont déshumanisés et ils se disent je n'ai rien fait, j'ai été utile à rien. Ça m'embêterait. Et j'ai du mal à croire que ça arrive. C'est pour ça que je suis pas pessimiste. Mais par contre, je pense on va passer des vagues qui vont pas être agréables du tout. Et c'est quoi le type de vague pas agréable, le type de déviance auquel, on peut s'attendre selon toi? Bah, de ce que je viens de dire, un chef d'entreprise qui va aller trop vite, dont les décisions sont prises par l'IA et qui implique aussi des humains derrière et qu'à un moment donné, il y a un flou juridique et que les humains se retrouvent sans rien, avec des pertes colossales, plus d'argent, et puis qui se disent bah ouais, mais c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi, et lui dira bah ouais, mais j'ai suivi l'IA. Alors juridiquement, c'est toujours lui qui est responsable, donc il Mmh. payera euh, très fortement, mais ça peut aller tellement vite avec l'IA. Déjà aujourd'hui, tu peux te faire flouer, hein. Tu peux signer un contrat avec un entrepreneur pour construire ta maison, il fait les fondations, 4 murs, un toit, et puis il te laisse tomber. Mmh. Et tu as perdu de 150 000 euros ou 200 000. Ça arrive déjà. Heureusement, ça reste limité. Avec l'IA, on peut imaginer que ces choses-là arrivent encore plus fortement. Il peut y avoir des vagues de licenciements, des gens qui réfléchissent pas, des gens qui pensent à la politique de la terre brûlée et puis qui licencient très vite en pensant que l'IA va tout changer, puis ils vont se planter et ils vont licencier 30% des salariés, puis 2 ans après, ils vont licencier 50% autres, ou voire la totalité. Il peut y avoir ce genre de dérive, clairement. OK. Il y a un exemple dont on avait parlé quand on s'était eu au téléphone pour préparer le podcast, dont je voudrais qu'on parle, c'est, la comptabilité, où tu m'avais expliqué que tu étais en contact avec un comptable qui t'expliquait qu'avec la digitalisation, ça augmentait et ils avaient jamais autant vendu de saisies manuelles que, maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette anecdote et peut-être Ouais, du coup, en tirer une tendance et voir comment on pourrait l'appliquer et voir comment ça pourrait du coup dériver sur d'autres métiers, par la suite? oui, alors, est-ce que j'ai pas réfléchi à savoir si c'était applicable dans tous les métiers, mais effectivement, il y a quelque chose dont on parle depuis des années, c'est que chez les experts comptables, le comptable, je parle pas encore de l'expert comptable, mais le comptable, son métier historiquement, c'est d'écrire des lignes sur un livre de comptes et de faire les calculs à la main, puis après avec une calculatrice, puis après de mettre ça, d'avoir des fichiers Excel ou équivalents, puis des applis qui font ça tout seul. Et on s'est dit depuis des années que le métier de comptable évoluait jusqu'à se dire, bah, est-ce que le comptable il va encore exister dans 10 ans puisque il y a rien de plus bête entre guillemets bête dans le sens facile Mmh. à faire que d'écrire des chiffres dans des cases. Ça, forcément, ça va être remplacé. Et il se trouve que les outils informatiques avançant de plus en plus, les données, elles sont inscrites automatiquement pour la plupart d'entre elles. Et donc, j'avais cette réflexion-là avec mon expert comptable qui m'a dit, ben, moi, j'ai un sursaut de demandes de saisie comptable. Et donc, je vais devoir embaucher des gens pour faire de la saisie comptable. Il se trouve en fait que la réflexion qui est derrière, c'est que
J'ai dit volontairement bête tout à l'heure, mais c'est pas du tout bête un comptable. Alors heureusement, si certains m'écoutent, tant mieux. Soyez rassurés. Et c'est même de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où parfois mettre un chiffre dans une case, c'est une décision stratégique. Si je mets, par exemple, je sais pas, j'acquiers un actif, quel qu'il soit, j'ai plusieurs manières de l'intégrer dans ma comptabilité, en fonction de ce que je veux, de ma stratégie, de type de financement, de l'amortissement, de l'usage, etc. Et donc, c'est-à-dire que même à la prise de décision du dirigeant, il peut avoir besoin de l'aide d'un comptable. Et on se rend compte que la comptabilité devenant de plus en plus complexe avec de plus en plus de règles également, eh bien, on a besoin de cette prise de décision à la base, plus souvent qu'avant. Et le comptable est là pour nous alerter en disant, moi, je vais faire ça. Alors, il automatise beaucoup, forcément, mais à un moment donné, je vais rentrer cette donnée-là. Est-ce que je la rentre là ou là? En gros, c'est ça la question. Et là, le dirigeant, il va lui dire, quels sont les avantages si je le fais là? Quels sont les inconvénients si je le fais là? Quels sont les avantages si je le fais ici, etc. Et donc, comme en plus, donc ça c'est la première chose, et en plus, les entreprises ont des temps qui se raccourcissent, on est de plus en plus en temps réel, là où avant je pouvais encore reporter ou faire modifier ma décision plus tard au moment du bilan, ce qui est encore possible hein, dans plein de décisions, je peux dire au moment du bilan, est-ce que je mets ça en amortissement, est-ce que j'en mets tant, est-ce que je mets tant en compte courant, est-ce que machin, etc. Enfin, il y a plein de manières de faire. Mais comme les temps sont raccourcis, j'ai besoin d'être au plus proche de l'instant T du moment où je fais les choses. Et j'appelle pas toujours mon expert comptable pour ça. J'ai besoin d'un comptable qui va me débroussailler 80% des réflexions. Raison pour laquelle il y avait les entreprises, d'après lui en tout cas, et je l'ai ressenti dans d'autres cabinets puisque je travaille beaucoup avec les experts comptables, m'ont dit effectivement, on cherche des comptables et il y a une pénurie de comptables en ce moment. Alors qu'il y a 10 ans, on disait, ou 5-10 ans, c'est un métier qui peut disparaître. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on se dit maintenant qu'on vient de passer un cap avec l'IA, est-ce que l'IA saura répondre à toutes ces questions du comptable en temps réel? Et n'importe qui va dire oui, évidemment, puisque c'est de la compta, donc c'est de l'analyse, presque mathématique, mais derrière chaque décision, il y a une émotion, il y a un risque que prend un décideur. Et est-ce que le décideur, il va vouloir donner sa confiance à une IA? Oui, sur 80% des décisions, 20% sur d'autres. Mais comme le volume augmente, c'est pas pour ça qu'on va licencier les comptables. Un peu peut-être, il y aura un rajustement. Mais est-ce que le métier de comptable va disparaître? Pas forcément. Et il changera avec beaucoup plus de prévisionnel, avec beaucoup plus d'anticipation. Et c'est peut-être le métier de comptable qui va se rapprocher du métier d'expert comptable. Il y a des gens qui vont monter en compétences. Mmh. Et voilà comment se font les réajustements de métier dans le temps, de manière, je pense, beaucoup plus intelligente que de croire quelques statistiques en disant dans 10 ans, X métiers vont disparaître. Ouais, ça, c'était un point qu'on avait, abordé avec Claudis dans le premier podcast. Hem, je pense que ça explique bien ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, on aura une égalité de la compétence. C'est-à-dire qu'il prenait l'exemple du développeur chez Google qui est payé 1 000 000 par, mois. Si une IA est capable de développer comme lui et d'avoir à peu près la même réflexion, qu'est-ce qui empêche d'embaucher quelqu'un qui va s'occuper de l'IA pour faire le même boulot, mais à 50 000 € l'année? Et donc du coup, là, c'est un peu ce que tu dis avec les experts comptables, c'est que les comptables avec l'IA vont peut-être pouvoir augmenter leur niveau de compétence et faire des tâches d'expert comptable. En tout cas, qu'il y ait une montée en charge, en compétences, alors j'aime pas cette notion de valeur d'ailleurs, c'est un truc souvent on dit, ça remplace les trucs qui ont pas de valeur ajoutée, enfin, il y a rien qui a plus de valeur ajoutée que quelqu'un qui ramasse les poubelles, hein. Il suffit de voir ce qui s'est passé dernièrement. C'est pas une IA qui ira la ramasser la poubelle. Donc la notion de valeur, moi je considère pas qu'un expert comptable ait plus de valeur qu'un éboueur, qui ramasse les poubelles, derrière son camion. Donc c'est une autre valeur. C'est une autre valeur qui demande d'autres formations, etc. Mais en termes de valeur dans la société, d'utilité des métiers, c'est hyper important d'avoir une diversité des métiers. Donc, alors du coup, j'en ai oublié ta question pour le coup. On parlait, oui, voilà, le rapprochement de ces métiers-là.
Oui, clairement, le métier d'expert comptable, lui aussi, va changer puisque avant, lui, de la même manière, il faisait heu, la vérification des comptes, l'analyse du bilan et du compte de résultat. Il faisait, quelques conseils, enfin quelques entre guillemets, hein, beaucoup de conseils à ses clients. Aujourd'hui, si, l'automatisation fait que ça se fait beaucoup tout seul, son métier, il va changer et aujourd'hui avec l'IA ou demain avec l'IA, on va sûrement arriver sur des modèles d'expertise comptable. C'est toujours ce que je dis aux experts comptables, c'est ma phrase choc, c'est que aujourd'hui vous êtes un expert des chiffres du passé, demain vous devez devenir des experts des data du futur. Aujourd'hui, quand on fait un bilan ou un compte de résultat, dans le terme, on parle bien de passé. Un bilan et un résultat, c'est bien le résultat de quelque chose qui s'est passé avant. Et je pense que l'expert comptable va devoir arriver vers une forme de prédiction de ses conseils, prédictions, de benchmarking, de prise de décision. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que les experts comptables vont probablement embaucher des data analystes, des data scientists, vont faire un travail avec sûrement une évolution de la réglementation venant d'autres pays, puisque nous on est très réglementé contrairement à d'autres pays sur l'expertise comptable, et que via d'autres pays, on va arriver sur des types d'experts comptables qui vont dire, bah, écoute, moi je suis expert comptable spécialiste des boulangeries. Je sais te dire aujourd'hui, j'ai 800 boulangeries avec des datas sur 800 boulangeries. Je sais te dire que telle décision, statistiquement, ça va t'amener ça, ça, ça et ça. Je sais par rapport aux autres que si tu prends telle décision, ça va être bien, ça va être pas bien. Et je pense que l'un des rôles des métiers des experts comptables, le métier d'expert comptable va évoluer vers ça, vers une spécialisation de la data du futur. OK, mais c'est pas un peu dangereux au niveau de enfin, il risque pas d'avoir, disons, des conflits d'intérêts dans la mesure où, j'ai les datas sur, la boulangerie, du bout de la rue, puis j'ai les datas sur la boulangerie de l'autre bout de la rue. Vu que j'ai les datas des 2, je suis capable de prédire quelles sont les meilleures décisions. Est-ce que du coup, je ne peux pas arbitrairement choisir qui va, par exemple, prendre plus de parts de marché qu'un autre? Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là du coup, en faisant avec une évolution du métier de cette manière? Alors, pour le coup, moi, je fais assez confiance dans cette profession qui est très réglementée, qui a des valeurs éthiques très fortes. Euh, Tu peux avoir la data sans donner l'origine de la data. T'es pas obligé de dire tiens rue Clémenceau à côté la boulangerie marche mieux que toi. Alors tu peux le dire de manière amicale, mais tu vas pas donner leurs chiffres. Mmh. Les experts comptables ont déjà ces données-là et c'est pas pour ça qu'ils les donnent. Moi j'ai un métier, mon expert comptable, il y a des gens qui font le même métier que moi. Au pire, c'est au détour d'un déjeuner ou d'une réunion, il me dit tiens, au fait, pour info, machin, il a fait ses investissements comme ça, c'est hyper intéressant. Rapproche-toi de lui. Mmh. Ou pas s'ils voient qu'on est très concurrent. Mais il y a une éthique quand même chez les experts comptables, comme dans d'autres métiers. Donc c'est pas parce qu'elle est technologique que l'éthique elle disparaît pour moi. OK. Je trouve ça intéressant comment tu concevais du coup l'évolution du métier de comptable. Est-ce que tu es d'accord pour le faire pour un autre métier? Peut-être, ça dépend. Alors ça demande un peu de travail hein, aussi de prédire Ouais. l'avenir, mais on peut essayer, on peut jouer, on peut essayer. Je pensais notamment au métier de commercial, de sales, Mmh. où j'entends quand même beaucoup de choses, notamment par rapport à des tâches qui sont un petit peu, voilà, pas toujours agréables comme le cold calling. Où, il y en a qui sont déjà en train de travailler sur, entraîner des modèles à leur mettre, des centaines d'heures de call pour, automatiser la prospection. Comment tu penses que l'IA peut impacter les métiers de la vente? OK. Bon alors là pour le coup c'est un domaine que je connais bien, donc je vais pouvoir te répondre. Merci d'avoir pris celui-là et pas un autre. Alors, là aussi question très compliquée. En fait, tu peux pas voir le métier de la vente en ne regardant que le vendeur. Le métier de la vente, c'est le métier de l'entreprise en elle-même. Une entreprise a pour objectif, oui, une entreprise en tout cas a pour objectif de vendre, de gérer un développement, une pérennité, alors soit de se développer, soit juste de rester ce qu'elle est. Mais en tout cas, elle doit générer des ventes. Et en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a plusieurs tendances. Il y a ce qu'on prédisait déjà il y a une dizaine d'années, qui est en train de se réaliser, c'est le mariage du marketing et du commerce. Ça, c'est une première chose. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
les entreprises sont en train de se transformer et c'est ce pourquoi je milite, que la chaîne commerciale, elle soit unifiée, heu et donc que ces métiers du marketing et du commerce fusionnent complètement. Le marketing aujourd'hui, il fait de l'acquisition. Le commerce, il transforme. Je caricature, mais c'est un peu ça. L'acquisition, c'est un métier de data, beaucoup, parce que c'est devenu ça avec le marketing digital. Je fais du référencement, je fais du SEO, je fais de l'acquisition de data, je fais de la validation de data, j'identifie des potentiels et le commercial est là pour les transformer. Jusque-là, il n'y avait pas beaucoup de, de supervision du commercial pour savoir s'il transforme bien, si son taux de transformation il est bon, moins bon, pas beaucoup de benchmark, etc. Aujourd'hui, tu as une discipline qui s'appelle le marketing, sales marketing, le marketing qui fusionne les deux justement et qui amène le commerce à avoir beaucoup plus de KPI et beaucoup plus d'automatisation de process dans son travail. Donc clairement, le métier de commercial, il va se complexifier. Les commerciaux auront moins de liberté, très probablement, parce qu'un dirigeant d'entreprise cherche à automatiser et à limiter les risques. Et dans une entreprise, le plus grand risque, c'est l'humain. Donc si mon plus grand risque, c'est l'humain, et mon plus grand potentiel, c'est de mettre des humains pour aller chercher des clients, en fait, dans notre nouveau monde, ça ne marche plus. Donc, je vais essayer de limiter le risque humain. Et si je devais le dire assez rapidement, pareil, en faisant un peu de caricature et un peu allez, en faisant une petite punchline, mais c'est à peu près ce qui va arriver, c'est qu'aujourd'hui, on met de la technologie pour aider l'humain, pour augmenter l'humain. Demain, il est fort probable qu'on mette de l'humain pour venir augmenter la technologie. Et qu'on mette de l'humain là où c'est pas risqué, mais c'est utile. OK, c'est Et donc, intéressant. on Ouais. définira là où c'est utile d'avoir un humain plutôt que de ne pas avoir d'humain. Il y aura plein de jobs, hein, plein d'endroits dans un magasin, il y aura des humains, ce ne sera pas des robots qui vont nous présenter les modèles. Ou alors, si ça se fait, il y aura un humain derrière. Mmh. Parce qu'on sait que dans un achat de fringues, par exemple, le regard, la vie est hyper important, l'émotion, le toucher, tout ça. Mais dans une qualification d'outil CRM pour une boîte, Mmh. Ça fera un bon titre ça. Aujourd'hui, on augmente l'humain avec la technologie et demain, on augmentera la technologie avec l'humain. voilà. C'est bien comme, punchline. Je pense que c'est pas mal comme mot de la fin. Ouais, bah restons là-dessus alors. Qu'est-ce que tu en dis, à moins que Ouais. tu voulais rajouter quelque chose sur le métier de sales et l'évolution du métier de commercial? Non, j'ai déjà beaucoup parlé, puis j'ai un livre qui sort sur le sujet, donc OK. Où est-ce je qu'on peut te trouver? alors là, on est un petit peu avant la sortie puisqu'il sort, l'été 2023 et là, au moment où on enregistre, on est en avril 2023. Mmh. Il sort en prévente en juin, il est édité chez Duno. J'en fais le lancement officiel, lors de l'IMF à Rennes, une Banque Marketing France, à Rennes au mois de juin C'est et il génial. sera dans toutes les librairies à partir de fin août et puis vente en ligne et puis, après, sur mes réseaux sociaux, tout ça, je donnerai, tout plein d'infos, surtout pour ceux qui veulent l'avoir en avant-première et donc ça parle de l'hybridation du commerce. C'est le vendeur augmenté, sous-titré Réhumaniser la vente. OK, super et Voilà. ouais, est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi tes réseaux sociaux? LinkedIn essentiellement, un chouïa Twitter, mais beaucoup LinkedIn. OK, Voilà. ça marche. Écoutez, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify et sur YouTube, à liker la vidéo et à la repartager. Je te remercie Vincent et du coup, je te Merci à souhaite toi, une Charles. super bonne journée. Au revoir Ouais, à de tous. à très vite.